Le Tour cycliste a déjà frappé. Warren Herrin a été violemment percuté par un automobiliste hier matin. Grièvement blessé, son pronostic vital est engagé. Au sein de son équipe, le moral n'est pas au beau fixe. Réaction du manager de l'USL, son club d'origine. Où est donc passé Rachid Rafah? Les autorités n'ont toujours pas réussi à mettre la main sur ce présumé terroriste. Un mandat d'arrêt international a été émis contre lui. Le reportage de nos confrères d'ATV Martinique dans un instant. Et les planteurs de canne sont en colère après la mauvaise récolte de cette année. Ils réclament des mesures d'urgence et menacent de se mobiliser pour faire bouger l'État. Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver. Il avait tout pour figurer parmi les meilleurs. Warren Herrin, l'un des coéquipiers de José Flaubert Peña, a été violemment percuté par un 4x4 hier matin, non loin du vélodrome de Bemao. Aujourd'hui, il est entre la vie et la mort. Son pronostic vital est engagé. Une triste nouvelle pour son équipe. On écoute le président de l'USL, son club. Il est interrogé par Patrick Curie et Moïse Dexter. Je les avais quittés, donc, les coureurs à l'hébergement du côté de l'hôtel Le Cap Sud à Petit Havre. On avait discuté, échangé tranquillement et puis il était question qu'ils aillent se faire poser les transpondeurs comme les autres sportifs qui sont engagés sur le tour cycliste. Malheureusement, précédaient Warren et Melvin Magdelaine. Et Warren se trouvait donc le plus à gauche parmi les deux coureurs qui cheminaient vers le vélodrome. Il a été percuté par l'arrière par un véhicule 4x4, il a été projeté dans les airs, il a heurté violemment le sol à la tête la première. Le casque s'est fracturé et puis donc il a eu de multiples traumatismes au niveau du crâne, l'abdomen touché. Donc nous attendons, son état de santé est très très grave. Nous attendons patiemment, nous prions aussi, nous espérons des signes de reprise. Parce que pour l'instant, c'est une inquiétude la plus totale. Il est encore en train d'être observé attentivement par les médecins du CHU. Et il a fallu que je mette en place avec le conseil d'administration une cellule d'écoute avec un psychologue, M. Nuissier. Nous avons fait un tour de table où chacun a pu s'exprimer, dirigeants, coureurs, mais en particulier les coureurs, parce que ce sont quand même les premiers acteurs concernés. Et puis à l'unanimité, ils ont voulu prendre le départ pour marquer un signe fort, leur détermination à vouloir avoir un bon résultat pour leur coéquipier qui va leur manquer. Le supposé remplaçant, parce que vous savez que quand vous remplissez le bulletin d'engagement, on prévoit toujours jusqu'à 4 remplaçants. Là en fait nous en avions mis 2. Il y en a un pour sûr qui ne s'estimait pas la force, même s'il se sentait concerné, la force de prendre le départ. Le deuxième, Michael Maudon, s'est dit apte à le faire. En tout cas, les 5 premiers, c'est acquis. Et il reste à savoir si Michael, effectivement, se sentira suffisamment fort pour aller affronter l'adversité dans les conditions pareilles. Et ce sont les Américains du rallye Cycling Bradley Huff et Jesse Anthony qui ont décroché les 2 premières places du prologue qui s'est déroulé cet après-midi à Pointe-à-Pitre sur plus de 2 km. Nous retrouvons dès demain sur ATV notre équipe qui suit pour vous le Tour de la Guadeloupe. Moïse Dexter, Patrick Curie et notre consultante Jessie Blanquet. 3 jours après avoir échappé à la surveillance des forces de l'ordre, le présumé djihadiste assigné à résidence au Morne Rouge en Martinique reste introuvable. Un mandat d'arrêt international a été émis hier soir contre lui par le procureur de la République. Des patrouilles sillonnent l'ensemble de l'île 24 heures sur 24. Emmanuel Labo et Guy-Raphaël René. Où se cache Rachid Rafah, le présumé djihadiste assigné à résidence au Morne Rouge depuis le 15 mai 2014, reste introuvable. Depuis la fuite du quadragénaire mardi soir dernier, une instruction judiciaire a été ouverte. Un important dispositif de sécurité a été mis en place sur l'ensemble de l'île. Au niveau administratif, nous avons mis en œuvre des mesures renforcées de contrôle, en particulier sur les points de sortie du territoire, que ce soit, j'allais dire, l'aéroport ou les points de sortie maritimes. L'ensemble des moyens des forces de sécurité, je pense en particulier aussi à la sécurité publique, au service de la police de l'air et des frontières, à la PAF, l'ensemble des moyens sont pleinement mobilisés pour rechercher M. Rafah qui s'est soustrait à son obligation donc de pointage et à ses obligations liées à son assignation à résidence.
120 agents des forces de sécurité, une quarantaine de patrouilles sillonnent nuit et jour le territoire, sur terre, au sol ou encore dans les airs. Toutes les pistes sont aussi explorées, y compris l'hypothèse que Rachid Rafah ne soit plus sur l'île. C'est pourquoi des contacts ont d'ores et déjà été pris avec les États voisins. Un certain nombre d'éléments de procédure ont été diligentés sous la responsabilité de monsieur le procureur et du juge d'instruction. En ce qui concerne en particulier un mandat d'arrêt au niveau national et un mandat d'arrêt international pour pouvoir prendre en compte une hypothèse qui est que monsieur Rafah ait rejoint une des îles avoisinantes. Un mandat d'arrêt national et international pour cet informaticien d'origine marocaine soupçonné d'être lié à l'organisation terroriste AQMI. Mais alors, est-ce que ce régime d'assignation à résidence était approprié? Monsieur Rafah était sous un régime qu'on appelle d'assignation à résidence. Pour une raison simple, monsieur Rafah n'a jamais fait l'objet d'une condamnation ou de poursuites judiciaires sur le territoire national. Monsieur Rafah était sous le coup d'une demande d'extradition dans son pays d'origine. Monsieur Rafah est de nationalité marocaine, mais monsieur Rafah n'a jamais fait l'objet ni d'informations, ni de poursuites, ni a fortiori de condamnation pour des actes ou des faits commis sur le territoire national. Donc monsieur Rafah était assigné à résidence dans l'attente de pouvoir mettre en œuvre la mesure d'expulsion, puisqu'il n'avait pas vocation à rester sur le territoire national. Un séjour provisoire durant lequel l'homme le plus recherché de Martinique devait pointer 4 fois par jour avec cette interdiction de sortie de la commune de Morne-Rouge. Il est aujourd'hui dans la nature et un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie. Rachid Rafah, fiché S, est-il un homme dangereux? À aucun moment son comportement ou des actes ont pu motiver une quelconque dangerosité qui aurait par exemple permis de saisir l'autorité judiciaire. En revanche, il est clair que M. Rafah s'est soustrait à ses obligations d'assignation à résidence, ce qui d'ailleurs est une infraction, et c'est la raison pour laquelle le procureur de la République a ouvert cette enquête judiciaire, et c'est la raison pour laquelle il est actuellement activement recherché, je l'ai dit, par l'ensemble des forces de sécurité. Rachid Rafah risque aujourd'hui 3 ans de prison pour soustraction à ses obligations liées au régime d'assignation à résidence. Pour l'heure, les recherches se poursuivent activement. Alors que la grève du Crédit Agricole vient de prendre fin, un nouveau conflit pourrait bien prendre le relais. Depuis le 19 juillet, près de la moitié des salariés de l'entreprise antillaise de granulats de Déhay est en grève. Elle a bloqué l'accès de l'unique carrière de l'archipel. Une situation qui pénalise déjà bon nombre de chantiers dans le secteur du BTP, qui par ailleurs ne se porte pas très bien. Reportage Karen Diama. Après 36 ans de poste à la société antillaise de granulats de Déhay, José, l'un des 42 employés de l'entreprise, s'est vu notifier son licenciement parce qu'il avait voulu rendre service à l'un de ses collègues. Un chef d'équipe qui, maman était malade, enfin maman est tombée, nièce a crié, maman est tombée. La pression pour camarade là t'es parti, aïe voir maman aïe. Camarade là a oublié pointer des pareils. Alors ce camarade là crié moi il dit voilà maman est tombée, la pression est partie, il laisse ses effets aïe là ben oublié de pointer. Alors que des pointés pour y que voit les gants les rentrer. Voilà, on petit monsieur vraiment des pointés pour petit monsieur là il porte parole là, il fait affaire, il monte descendre qui mettait moins camarades là dans problème là ça. Le collègue aidé par José, c'est lui, Marius, 24 ans de service au sein de la société antillaise de granulats. J'ai eu un coup de fil de ma nièce. Nièce a crié moi et il dit moi comme ça que grand-mère est tombée. Alors tout de suite on vient partir. Et là arrivé à case à les parents, on vient crier aux camarades et a dit dépointez-moi parce qu'on a un problème dans la famille à moi et il a expliqué après. Là, on vient le lundi à travail, le mardi, on a un petit chef, là, il est arrivé, il dit moi comme ça qu'il m'a mon avertissement, qu'il cherche moi, il n'a pas trouvé moi. Bon, on dit bon d'accord, mais comme il a dit ça, on dit bon, on parle à moi, est arrivé privé moi devant monsieur. Et là, regardez, après ça, on vient me convoquer à la directeur là. Et il dit moi comme ça, nous faisons un entretien, nous parler, nous mettons d'accord. Et il dit moi, il est vrai après. Quelques jours après, il vient crier moi et il dit moi comme ça, sans faute extrêmement grave. Et on ne peut plus vous garder, on vous licencie. Quand il est là, par rapport à monsieur là, moi c'est récupéré. Je dis ça parce que lundi, comme ça, quand il est là, il a licencié moi. Et il a chargé l'hôpital, il n'est pas retourné. Il est retourné dans la boîte. Soutenus par une majorité de collègues, mais surtout par leurs syndicats, les deux employés ne souhaitent qu'une chose, récupérer leur emploi respectif.
C'est vrai qu'on nous a dit que ça va rester en faute, mais pas en faute pour un licenciement. C'est en faute pour un blâme, quelconque, mais pas pour un licenciement. Et aujourd'hui, nous avons constaté que le patron a licencié les deux camarades. Alors nous ne pouvons pas accepter, et d'autant plus qu'il est licencié pendant qu'il était en congé maladie. La direction nous constaté avec quelqu'un qui a joué au chat à souiller avec nous. Aujourd'hui, site là, c'est en roule à l'aïe. Et j'avais une quatre fois, il besoin de délocaliser effectivement négociation là. Mais nous ne pouvons jamais monter un site là. Nous avons dit que c'est là qu'on dit nous qu'on veut négocier. Nous attendons vous. Nous attendons vous, on laisse site là, nous travailler là. Il faut savoir que nous devons continuer, d'accord, tout dans la direction plus ou moins qui est représentée par M. Pinalosa, mouvement nous. Et aujourd'hui, nous très bien. Nous avons dormi piqué en nous, nous avons 2 semaines, nous avons dormi et levé piqué en nous. Et quand nous avons dit, ils ont habitué à penser que nous avons famille nous ni poisson, nous avons tout près, nous avons pêché, nous ni ziyama, nous avons fui, nous avons mangé. Nous pas ni pas de problème, nous bien, nous payons. En attendant, le syndicat a décidé de prendre contact avec les responsables nationaux pour trouver une issue favorable au conflit. Et sachez que la direction sollicitée n'a pas donné suite à nos demandes d'entretien. Eux aussi sont en colère. Il s'agit des planteurs de canne. À l'issue d'une saison reconnue comme catastrophique, certains planteurs tirent la sonnette d'alarme et envisagent de se mobiliser pour se faire entendre des pouvoirs publics. Ils estiment que l'organisation de l'activité telle qu'elle existe aujourd'hui n'est pas pertinente et qu'une resyndicalisation de la problématique de la canne est nécessaire. Moïse Dexter, Patrick Curie. On a envoyé une plateforme de revendication, la FDSEA, l'UPG et les JA. Monsieur Kamogan, le directeur adjoint de la DAF, m'a répondu pour nous dire que le préfet ne peut pas nous recevoir parce qu'il avait des rendez-vous. On espère qu'il va nous recevoir peut-être lundi ou je ne sais pas si c'est samedi, mais aujourd'hui, il faut que les autorités sachent que ça ne va pas. On a parlé de la canne, mais l'intersyndicale aussi, on a parlé de d'autres points qui ne vont pas. On a les problèmes d'indemnisation sur la sécheresse. On a pratiquement 150 dossiers qui ont été rejetés. Pour moi, je trouve ça normal. Déjà, l'État était en retard avec nous. Les primes, on a eu du retard aussi, mais on a eu du retard pour les MAE. Tout ça, c'est des indemnisations par les autorités, l'État. On a du retard, pas mal de retard. Et aujourd'hui, on demande aussi que les SICA jouent un rôle pour les planteurs de canne, avoir une année blanche pour pouvoir que ces planteurs-là redémarrent sur de bonnes bases. Alors, récolte là, ça pour nous, c'est symbolique. C'est symbolique dans le négatif en quelque sorte parce que récolte là, ça dès le départ, un paquet d'erreurs multiplié. Premier erreur qui est multiplié, c'est que les gens qui sont en charge effectivement de faire les prévisions de récolte, ils ont trompé totalement. Ils ont annoncé des volumes de canne très bas. Et nous, syndicats qui sont sur le terrain, bien, nous alertons à plusieurs reprises pour dire que ça faut, qu'il y a qui ça canne. Et effectivement, on a constaté que nous arrivons en période à campagne là, nous avons rappelé à l'ordre. Nous avons fait des commissions mixtes, soi-disant, pour faire des révisions à la hausse. Mais même là, encore, il n'y a pas qu'à arriver après nous à 100%. Et conclusion, nous arrivons avant récolte, que nous avons fait des rallonges ici, à travers des négociations. Et façon l'usine qui est engagée, là, il a fait restructuration à l'industrie sucrière en Guadeloupe, il est engagé à boyer entre 800 000 et 900 000 tonnes de canne. Et nous avons constaté qu'il a fini un paquet de difficultés, à peine boyer 450 000 tonnes de canne. Ça veut dire qu'il faut chercher au laïe, d'autant que son usine qui bénéficiait, on a parlé singulièrement de Gardel, de l'eau fonds public, puis ça peut moderniser. Et donc, je dis là, nous avons l'autre question à poser nous, puisque nous avons parlé de soit faire des plans de relance pour relancer canne en Guadeloupe. Est-ce que c'est nécessaire de faire une deuxième usine? Parce que d'après ça, nous avons une première usine là, ça Gardel, pas capable de brailler le volume que nous avons produit ici. Le Comité international des peuples noirs, le CIPN, organise son 2e bal à Gros-Tambouaille ce samedi 30 juillet à 20h à la Robert-Laine à Petit-Canal. Henri Dorol, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes le porte-parole du CIPN. En tout au moins ce soir. Expliquez-nous, qu'est-ce ça y est qu'on soirée exactement? Alors, son soirée à Gotambou. Alors, c'est important, question importante, parce qu'à Pont-les-Roses, parce que les Roses sont des butin qui très technique, ou pas qu'à rentrer n'importe qui à la ronde là, alors que là, son soirée de Gotambou, c'est-à-dire qu'il y a un paquet de tambou,
un paquet de musiciens, Kenny Comenge, Kenny Mario Coco, Kenny, tous ces messieurs. Et nous avons rentré, nous avons dansé, nous avons dansé chacune. Hein. Mais au lieu que ce soit guitare, que ce soit batterie, c'est que tambour. Donc tout le monde peut venir, et grand monde, petit monde, et guadeloupéen, pas guadeloupéen, tout le monde. Son bitin qui existait déjà. Hein. C'est la deuxième édition là. Oui, voilà. C'est-à-dire que ça existait déjà avant la première édition, nous. Ça existait Gaugier déjà en Grand Fond Gaugier. Puis, il y a lagué ça. Alors, nous, qui au CIPN, nous avons défendu le patrimoine dans le pays-là, nous reprenons ça, et l'année passée, nous faisons, et l'habitat était fort, l'habitat était marché, l'habitat était belle. Et nous avons un peu plus de 100 personnes, hein, et l'habitat là, bandé encore. Donc, il faut venir voir ça. Quel est l'objectif à la manifestation là, ça? Eh bien, c'est simplement, toujours dans le cadre de la défense du patrimoine du CPN, hein, mais en plus de ça, on dit que c'est une tradition qui existait déjà depuis fort longtemps, depuis longtemps, dans les années, il existé. Hein. Il était pas longtemps, il était fait Gaugier, enfin, qu'est-ce qu'on avait fait? Fédérer Guadeloupéens, fédérer tout le monde? Non, pas question de fédération, c'est un bitin qui est naturel. C'est-à-dire que le bitin a fédéré, nous n'avons pas fait ce stade-là, ça. C'est un bitin qui existait déjà, donc nous avons simplement remettre au goût du jour. C'est comme on a parlé créole à présent, tout pas tout. Créole, c'est bien tout bien parler créole. Bon, mais à présent, à part un bitin extraordinaire, l'homme qui a parlé créole, c'est naturel, on a parlé créole naturellement, on a parlé français, mais on a parlé créole naturellement. Et maintenant, nous faisons un bitin, ça qui existait, eh bien, c'est naturellement que nous avons fait. Alors, CIPN très engagé dans la vie culturelle à la Guadeloupe, est sans moyen pour vous autres également de gommer, poupettes plat, accaparer véritablement toute tradition aïe? Alors, ça fait partie des ça que nous voulons faire. Mais on bien dit que c'est CIPN, c'est le Comité international des peuples noirs. C'est-à-dire que nous pas au Comité des peuples guadeloupéens, c'est des peuples noirs. Parce que CIPN, qui a daté de 1992, à Paris, fait. Et le CIPN, c'est antillais, c'est africain, c'est un certain nombre de communautés. Et nous créons ça avec des relations avec l'ONU, et après ça pour une grande ampleur. Donc, c'est vrai qu'à deux missions, entre autres, eh bien, nous avons essayé de conserver le patrimoine guadeloupéen qu'on nous a fait avec Tamboula, mais pas l'unique Tamboula, hein, parce que nous, l'obité CIPN, nous pas blaguer, mais nous, l'obité que nous fait, on peut prendre par exemple le même acte là, c'est CIPN. À part des bâtiments là, mais roche là, pierre là, qui était l'aéroport, parce que c'est là où était dans nos terrains là, c'est nous qui protège, nous prenons à pied et nous protège là, il est là. Après, le bâtiment là, ça s'habite à l'argent, nous ne pas de l'argent. Il y a un autre combat qui gagnait, c'est reconnaissance à ROCA comme patrimoine immatériel à l'UNESCO. Oui, absolument. Alors, à pas nous, hein, c'est côté long, avec toute équipe, hein, mais CIPN, évidemment, nous partie prenante. Parce que souvent, nous avons échangé, nous avons boucanté, et côté long, pas longtemps, côté nous, pour nous, un peu d'explication, ça est passé, nous avons un bel film, si ça est fait. Donc, tous ces bitins, ça, nous tous présents, et nous avons parlé de boulevard des héros, La Pointe. Tout le temps, nous avons fait l'entour à Ignace, l'entour à qui nous a encore, Solitude. Mais ces gens-là, il faut savoir que tout ça, c'est CIPN. C'est nous qui avons des cotisations, même cotisations, des dons que les Guadeloupéens ont fait, et c'est ça qui nous fait ça. Grand Tamboula qui est Nidival là, c'est CIPN aussi. Enfin, si on ne met pas de CIPN, que nous faisons, nous ne pas blaguer. On a dit que nous blaguer plus. Mais il y a un combat qui est long et qui raide, c'est question à réparation. Est-ce que vous pouvez parler de ça, Jode-là? Parce que vous faites en action à ça. Alors évidemment, on peut parler de réparation. Toute réparation, là, par exemple, un combat qui est long, effectivement. Un combat que nous avons mené raide au niveau du CIPN. Nous avons mené, ni le CIPN, mais ni d'autres associations. Alors, toi, ça, hein, il est notamment le Comité national des réparations, Guadeloupéen des réparations. D'ailleurs, c'est président Aïe. Nous avons rencontré, pas longtemps, nous avons rencontré tout homologue de la Caraïbe. T'es ni Martiniquais, t'es ni Trinidadien, t'es ni Jamaïcain, Martinique l'année passée. Bon, donc son bilan, on travaille avec nous qu'a fait, les Martiniquais d'ailleurs, et nous avons fait un procès déjà à certains juges guadeloupéens, enfin disons, juges français. Donc son bilan, un problème que nous, je dis, c'est combat principal en nous.
que les réparations que nous voyons qui gens que à pas tout dire que réparation et sociabilité mémorielle sont réparations concrètes que nous bijouons. Mais alors notre débat nous expliquer largement quand nous entendons par réparation. Henri Dorol, alors on nous revient à si là, c'est demain soir. Si moi en vie là, est-ce que faut accompagner, faut venir vers monde? Ah non, pas du tout. Mais en tout son balle. Des pauvres on y 20 €. Ou quand venir vers nous, parce que quand même, il faut ça a fait à Maisoncelles, à Petit Canal. Alors, pour moi, il n'y a pas de Maisoncelles, Petit Canal. Au canal, sortir la pointe, ou bien mon au canal. Là, on passe le premier petit, on prend là, le petit magasin là, on a le deuxième là, et indiqué. Bon, on peut trouver Maisoncelles. Donc, nous avons fait ça, c'est 20 € pour Bitin là. Kenny, alors c'est important, et Kenny, on ripage à Belgamme, à Diez. Ça bitin tant longtemps. On fait ma danser, comme machin, il y a des petits bitins et puis regardez, il dit mon salle là, qui regarde qui n'est plus jazz là, et nous qui fait, ouais non mais c'est bitin comme ça. Alors en petite histoire, l'année passée, là où ça fait l'année passée, à part de moi il y avait costume européen, moi bitin, moi jean, moi bitin. Là où arrivé en témointe. Parce qu'il y a des gens qui étaient là, donc c'était des gens, c'est madame des cravates, ni papillons, c'est madame la habillée en affaires, pas spécialement habillée en créole, hein. Tenir quelqu'un en créole, m'habiller en regardant vous comme ça de la jambelle. Eh bien, vous avez comme ça, eh bien, bon pour y page là. En fait, que nous avons une belle note. Henri Dorol, merci pour l'intervention à Oussuela. Malgré les efforts des municipalités, des coups de gueule des responsables, la Guadeloupe, admirée, pétrie d'éloges, reste sale, parfois même très sale. La commune du Gosier offre assez souvent à la vue un chapelet de décharges sauvages. On regarde le reportage de nos confrères Moïse Dexter et Patrick Curé. On regarde ensemble, on regarde ça. Sable blanc au turquoise, une véritable carte postale qui fait rêver des milliers de touristes. Le Gosier est une ville balnéaire où il fait bon vivre. Cependant, derrière ce décor paradisiaque, non loin du bourg, des décharges sauvages dissimulées un peu partout. Exemple à l'impasse Saint-Germain et l'impasse Numa. Les résidents se plaignent de l'incivilité de certains et de l'impuissance des autorités. Façon là, travail là qu'a fait aussi, bon, ça pas fait normalement comme il dit tous les dernières semaines à moi là, il y a une voiture qui a passé pour prendre machine à laver, frigidaire, mais parfois ça a resté là avec une voiture là pas passer. Et c'est moun là qui a mettre ces bitins là dehors là, bon, il y a un système pour mettre tôle si tôle, planche si planche et espace vert aussi espace vert. Bon, il y a mettre tout bitin ensemble et ça c'est pas normal. Ok, faut nous, moun là qui mettre ces bitins là dehors là, nous prenons responsabilité à nous. Et c'est moun là qui a fait travail là, pour responsabilité à eux aussi. Des carcasses de véhicules qui attirent toutes sortes de rongeurs nuisibles et qui sont de véritables nids à moustiques. Les riverains ont lancé une pétition. Une association est venue leur prêter main forte pour le nettoyage du quartier. Et là, tout au contraire, auprès de moi-même, ça veut dire que normalement il y a un paquet de décharges sauvages. On a déjà fait appel à la municipalité là, c'est-à-dire responsables communaux. Nous faisons une pétition. Normalement, il y a beaucoup de caca sa voiture chez nous, au fond là, à côté de Maola, nous habitons jusqu'au fond. Eh bien, ça fait presque 1 an. Nous sommes depuis l'année dernière sur une pétition. Je dis nous qu'à venir. Il n'y a pas rien venir. Ça veut dire que dernièrement là, il y a une association qui est derrière l'église qui passe un petit peu chez nous pour nettoyer. Il dit nous bon, mettez ça à côté, le tôle, fait chaque chose. Si vous allez en bas là, maintenant même je passe ça, je sors chez moi. Eh bien, quand je regarde ça, eh bien, vraiment c'est des gars, mais personne n'a jamais venu. Au pays arriver à bout à Guadeloupe, parce que moi quand je suis en côté inception, pas non mais non à la non plus. Mais non côté là, il y a brûler les ordi tout le temps, il y a voler, il y a prendre voiture, il y a venir brûler là, il y a déposer les ordi à cité et des gens quand viennent avec des petits camions à béné, il y a venir foutre les ordi là-bas, il y a quand viennent les soirs, les dignes panier gaz à faire circulation là, il y a foutre les ordi là, il y a béné bah, non. Puis je sais pour nettoyer là, nickel. À des jours c'est pour ça là encore. Mais devant alors pour regarder devant là, les ordi qui ni là côté était propre. À part moun là côté c'est tout celle qui a jeté là les soirs la nuit les chats sont gris. Tout le monde qui a venu qui a jeté ou pas connaître qui moun qui a jeté ordi là. Rappelons que le dépôt d'ordures sur la voie publique en dehors des conditions fixées par arrêté municipal est passible d'une peine pénale ainsi que d'une amende.
68 € si vous réglez l'amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat. 180 € au-delà de ce délai. Si vous avez utilisé un véhicule pour les transporter, vous risquez une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 € ainsi que la confiscation du véhicule. Restez avec nous dans un instant. La diva du zouk, NJ, sera dans quelques minutes sur ce plateau. Elle est notre invitée ce soir. Et puis découverte des 4 éléments de la nature pour se détendre. Nous irons au village du Parc National, délocalisé pour l'occasion à Beauport, pays de la Canne. Mais avant, je vous propose une balade historique dans les sillons du sentier de l'Ayola à Rémiremont-Joly en Guyane. L'Office du tourisme a convié une quarantaine de personnes à découvrir ou redécouvrir cette ancienne habitation jésuite. Aujourd'hui, vestige de l'esclavage. Ayodele Germa, d'ATV Guyane. Ici, la nature a repris ses droits depuis bien longtemps, ne laissant au souvenir d'une prestigieuse propriété coloniale que les vestiges de ses fondations. Ce qui est intéressant, c'est que le site est entier. Bon, malheureusement, les bâtiments qui étaient majoritairement en bois ont disparu. Il ne reste que les terrasses, mais qui sont très évocatrices. Et les arbres qui sont préservés forment un cadre majestueux à ces vestiges. Et on a vraiment en plein Rémire quelque chose qui ressemble à un parc public autant qu'à un site archéologique. En 1668 se tenait ici une habitation de plus de 1000 hectares. Jusqu'à 500 esclaves y travaillaient au service des jésuites en mission d'évangélisation. De pouvoir imaginer les murs de l'abbaye, pouvoir savoir que se côtoyaient les jésuites, les esclaves, les Amérindiens, tous à cet endroit. J'ai trouvé ça très intéressant. Une chaufferie, un magasin, une forge et même une indigoterie. Cette habitation était autosuffisante. Elle est alimentée en eau courante au moyen d'un aqueduc qui faisait 300 mètres de longueur et qui captait une source au-dessus de l'habitation. Donc l'eau était amenée par un tuyau. Et ils avaient donc l'eau courante à peu près toute l'année sur le site. Après le passage du temps, plus d'aqueduc, juste un filet d'eau, de quoi dérouter les visiteurs. Je m'attendais plus à un pont dans le style des Romains un peu, mais ça m'a paru petit par rapport à ce que j'attendais au niveau de l'aqueduc. Ces vestiges se situent sur un site désormais géré par le Conservatoire du Littoral. Pour ce participant, il est important de préserver la mémoire collective guyanaise. Je trouve que c'est à valoriser parce que tout le monde reste un peu chauvin sur ces terres, mais on ne connaît pas forcément bien notre culture. Donc j'ai eu des réponses à des questions. D'où on venait, les esclaves guyanais, Guinée, Bénin, Angola, ça m'a bien plu de savoir ça. Elle est considérée comme l'une des plus belles voix de la Caraïbe. De passage en Guadeloupe, elle sera en prestation demain soir dans une discothèque de Saint-Claude. NJ, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été révélée, NJ, je me rappelle, au grand public avec Tempo 106. Oui, je m'en souviens. C'était ma toute première chanson avec Énergie. Depuis, vous avez fait un bout de chemin, la kizomba, de la biguine, en passant par les rythmes même du carnaval. Comment aujourd'hui vous qualifiez votre musique ? Alors, très éclectique, hein, puisque je touche un peu à tout. C'est comme ça que j'ai commencé d'ailleurs ma carrière. Mes débuts, c'était, je tournais en Europe et j'interprétais de tout, de la variété française, américaine, du zouk, de la soca, du reggae. J'ai fait un peu de chant lyrique, d'où après mes petites envolées lyriques dans le zouk. La musique latine, le compas, voilà, j'aimais déjà toucher à tout parce que j'ai grandi dans un univers musical. Enfin, la famille aime beaucoup la musique, donc voilà. Est-ce qu'à un moment, vous avez eu peur de perdre votre public qui vous connaissait, NJ, Tempo 106 Pas du tout, parce qu'en représentation, alors à l'époque, je chantais, effectivement, même sur mes albums, on retrouvait aussi des ballades, des chansons françaises, enfin voilà. Et c'était surtout en représentation que j'interprétais d'autres types de musique lors de galas. Je faisais des reprises de, je ne sais pas moi, par exemple, Whitney Houston, Mariah Carey, Percy Sledge, Natalie Cole, etc. Et puis, mais je n'avais pas encore vraiment gravé ça sur des CD. Et puis bon, avec
la collaboration, le travail avec Ronald Rubinel a permis que je puisse le faire, puisqu'il touche à tous les styles de musique. Il vous a beaucoup inspiré, beaucoup influencé votre musique? Oui, c'est un excellent musicien, donc oui, tout à fait. Et comme il a cette capacité de toucher à tout et de jouer de tout, alors je lui ai dit, bon, moi, je veux une begin. Je veux bien c'est lui qui m'a proposé la mazurka. Je lui ai dit, bon, mais moi, j'aime bien me lancer des défis et puis j'aime tout ce qui est traditionnel, tout ce qui nous appartient. J'estime qu'il faut faire le maximum pour que les gens, pour que ça ne meure pas, pour que les gens découvrent dans le monde entier notre musique qui est très riche. Et quand il m'a proposé d'ailleurs cette mazurka, Mazouk Ethnie et Mazouk Soleil, je lui ai dit, bon ben, on verra, parce que moi, est-ce que les gens vont accepter? Il m'a dit, non, non, il faut le faire parce que la jeunesse d'aujourd'hui, peut-être qu'elle s'éloigne. Il faut des personnes pour transmettre, pour continuer à transmettre notre musique, et puis avec une petite touche moderne, la guitare africaine, tout ça. C'était une grande chance pour moi, et j'ai vu que tout le monde a adhéré. D'ailleurs, beaucoup d'artistes antillais se sont mis à faire des clips avec la touche, les costumes, tout ça. Donc, c'est beaucoup de groupes aussi folkloriques, de danse, se sont mis à faire beaucoup de chorégraphie dans ce sens-là. Donc, ça va ouvrir un petit peu la voie quelque part. C'est une bonne chose, en tout cas. En tout cas, là, vous revenez un petit peu à vos premiers amours. Vous venez de sortir un nouveau single, Après Bondier. Oui. On regarde l'extrait ensemble. Car jamais mon petit cœur n'avait autant aimé, et toutes mes frayeurs ont été effacées. Dans tes bras je deviens. L'amour a fait ce détour. C'est comme si c'était la première fois que j'aime autant comme une première fois. C'est comme si c'était la première fois que j'aime autant comme une première fois. C'est comme ça. Alors, ce que les gens ne savent peut-être pas, Angie, c'est que vous êtes devenue une véritable ambassadrice de la musique créole, du zouk, également en Afrique. Vous avez adapté certaines chansons en dialecte africain, je crois. Racontez-nous un petit peu comment s'est passée votre rencontre avec ce public. Alors, ça fait longtemps que je tourne aussi en Afrique, et Burkina Faso, le Sénégal, le Togo, le Bénin. Enfin, voilà, on a quasiment fait tous les pays. Et on est très, très bien reçus. Les gens en Afrique, ils aiment beaucoup le zouk. Et moi, c'était pour moi une façon de remercier l'Afrique de tant aimer notre musique. Nous aussi, hein, on le leur a bien rendu, puisqu'on écoute beaucoup aussi la musique africaine, ce qu'ils ne savent pas souvent hein, là-bas, parce que quand je le leur dis, ils sont étonnés qu'on écoute autant la musique africaine. Et j'ai reçu un très, très bon accueil, et d'ailleurs, M. Pierre Akendengue m'a fait l'honneur de me dire, il était très content de cette reprise de Awana, et il m'a fait l'honneur de me dire que cette chanson désormais m'appartenait. J'ai failli tomber dans les pommes. Mais c'est vraiment un bonheur de pouvoir partager, d'échanger avec, parce que l'Afrique, on vient de là, et c'est ce que dans Mazouk Ethnie, on explique aussi, nos origines sont africaines, et qu'on ne doit pas oublier ça, et travailler ensemble, et faire un mélange de toutes ces cultures, c'est formidable. Mon expérience dans le village de Titanzi, en Afrique, au Congo, c'était merveilleux avec les enfants. Là, j'ai la chair de poule parce que c'est tellement particulier, le contact avec eux. On sait qu'ils ont un esprit, mais innocent. Ils sont complètement vrais. Et de la façon dont on le voit dans le clip, c'est exactement de la façon dont ça s'est passé. Tout le monde était... tout le monde a bien participé. C'était un super beau tournage qui m'a laissé un profond souvenir agréable. Vous êtes également, vous avez été choisie en tout cas ambassadrice du Terminal 2 de Pôle Caraïbes. Racontez-nous en quoi consiste ce rôle. Eh bien, en fait, c'est par rapport au fait que dans mes chansons, mes clips, je véhicule
le côté touristique de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, puisqu'on a fait toutes les îles. On a montré les Saintes, Marie-Galante, la Désirade, que je salue tout le monde. Ils sont tellement contents. Ils ont envoyé beaucoup de messages de remerciements d'avoir montré les îles, voilà, d'avoir mis tous en avant. Et c'est par rapport à ça que, effectivement, l'aéroport Paul Caraïbe m'a sollicité pour me demander d'être l'ambassadrice. J'étais tellement honorée jusqu'à maintenant. Je dis merci, merci, merci. Parce que, bon, c'est vrai que ça représente cette aérogare. Elle est la plus jolie, la plus belle de la Caraïbe. Et c'est, moi, je suis complètement sous le charme de cette aérogare qui est très belle, esthétiquement parlant. Et puis après, pour la fonctionnalité, tout ça, beaucoup nous envient, mais bon, voilà, c'est comme ça. Angie, en tout cas, vous êtes chez vous en Guadeloupe, c'est votre maison. Hein. Oui, vous venez justement de sortir aussi un best-of pour le public antillais. Oui, à la demande du public, parce que sur ce best-of, on retrouve donc un DVD où il y a tous les clips, depuis Dadoué, Tempo 106, Bleu Nuit, Chui, Charmant, Les Mazurkas, etc. Et un CD aussi où on retrouve tous les titres. Et donc demain soir, vous serez à Saint-Claude? Demain, je serai à Saint-Claude où je vais interpréter comme d'habitude toutes les chansons que le public demande, entre autres Après Bondier. Et je remercie d'ailleurs la personne qui a écrit la musique pour moi. Il s'agit de Staniski. Et un excellent musicien également, la participation aussi de Ronald Rubinel pour la réalisation du clip et de Fréquence Movies. Vraiment, j'ai eu une équipe formidable et puis tous les participants à ce clip, la chanteuse Lina, qu'on va bientôt découvrir, elle est dans ce clip-là. Voilà, ce sont des moments magiques, des moments importants pour nous, artistes, et surtout que c'est important pour nous avec Internet. Maintenant, c'est vrai qu'on a le côté négatif parce qu'on ne peut plus vendre des CD comme avant, puisque maintenant il s'agit du numérique qui est mis en avant. Mais la contrepartie, c'est que la musique voyage partout. Et qu'il n'y a vraiment plus de frontières. J'ai des fans en Allemagne. La dernière fois, j'ai chanté devant des Allemands. Suis. Et puis, je chantais suis. C'est incroyable en Tunisie, au Canada, aux États-Unis. Je continue de faire toute ma tournée. Là, je reviens de la Guyane. Et bientôt, donc demain, à Saint-Claude. La semaine prochaine, je serai à Saint-Martin. La semaine d'après, à Saint-Barth. Et le week-end du 14, je crois que je suis en Martinique, au Carbet. Enfin, voilà, on continue. Vous continuez en tout cas à exporter la musique antillaise au-delà de ces frontières. Ah, merci. Oui, c'est très important. Donc, demain soir, rendez-vous. N'oubliez pas, au Swing Club à Saint-Claude. Merci d'avoir accepté notre invitation, Angie. À bientôt. C'est moi. Merci à vous. Le Parc national de la Guadeloupe a organisé un village découverte nommé La Terre et le Feu. L'objectif, découvrir des savoir-faire traditionnels qui utilisent ou s'inspirent en tout cas de ces éléments. Et cette journée était organisée à Beauport, Pays de la Canne à Port-Louis. On regarde ensemble, Angie. Démystifier le manioc, tel est l'objectif d'Hélène à travers ses bêtises culinaires. En règle générale, on pense que la cassave se fait qu'à la cassaverie. Non, on peut faire des galettes, des cassaves, pas mal de choses, hydrater, ne quittez pas. Acheter de la moustache chez le marchand et réhydrater. On va voir tout ça aujourd'hui pour permettre à tout un chacun de pallier à un truc qu'on appelle gluten, un problème de gluten. Voilà. Un atelier terrestre bien apprécié. Oui, énormément. Comme ça, chez moi. Entre la terre et le ciel, l'esprit s'évade. La mosaïque entre en scène. Pour que le dessin, qu'on retrouve notre dessin à la base, il faut vraiment être vraiment strict dans sa façon de poser. Il ne faut pas se tromper dans le choix des couleurs, parce que bon, on peut avoir une idée de couleur et finalement les associations ne vont pas ensemble. Voilà. Donc là, moi je suis là pour guider, pour orienter, pour mettre un peu la pression, mais pour avoir quelque chose quand même d'assez esthétique. Cette année, le Parc national de la Guadeloupe joue sur les éléments qui inspirent bon nombre de savoir-faire traditionnels sur différents sites. En plus, chaque année, on a de plus en plus d'inscriptions, de plus en plus de personnes qui sont intéressées et qui nous demandent justement d'augmenter le nombre d'activités. Donc il va falloir qu'on réfléchisse à comment faire les choses autrement, puisqu'en plus l'année prochaine, ce sera le 10e anniversaire de ce programme. Donc voilà, c'est vraiment un engouement qui est grandissant depuis quelques années. Ouais. Prochain rendez-vous est le dernier, le 12 août, au Fort l'Olive de Vieux-Fort.
Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Vous le savez, hein, les coureurs sillonneront nos réseaux routiers du 29 juillet au 7 août. Des perturbations sont donc prévues. La circulation sera très perturbée, notamment demain et dimanche. Demain à Petit Canal, aux alentours de midi et 15h. Et dimanche 31 juillet à Vieux-Habitants, aux alentours de 10h30 et 14h. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres. Et c'est la fin de notre tranche d'information. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce vendredi 29 juillet. Le Tour cycliste Staff déjà frappé. Warren Herrin a été violemment percuté par un automobiliste hier matin, grièvement blessé. Son pronostic vital est engagé au sein de son équipe. Le moral n'est pas au beau fixe. Et où est donc passé Rachid Rafa? Les autorités n'ont toujours pas réussi à mettre la main sur ce présumé terroriste. Un mandat d'arrêt international a été émis contre lui. Et les planteurs de canne sont en colère après la mauvaise récolte de cette année. Ils réclament des mesures d'urgence et menacent de se mobiliser pour faire bouger l'État. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. L'heure du repos a sonné pour moi. Je remercie l'équipe technique qui m'a soutenue ainsi que ma rédaction. Je vous souhaite de très bonnes vacances. On se retrouve à la rentrée en septembre.